Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Dimanche en politique. Vous le voyez, comme tous les mois, nous sommes installés ici au Parlement européen puisque nous allons parler d'Europe ce matin. Notre invitée est française, députée de la circonscription Est, élue pour la première fois en 2014. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interroger avec moi, Maria Fernanda Gabriel, vous êtes correspondante pour la télévision portugaise, et Kai Littmann, journaliste allemand, et vous travaillez notamment pour Eurojournaliste.eu. On va commencer tout de suite avec l'une des actualités de la semaine en France et en Europe. C'est le démantèlement de la jungle de Calais. Les premiers migrants sont arrivés à Strasbourg ce mardi. Regardez ce reportage de Marie Pouchin et Jérôme Gosset. Ils arrivent à Strasbourg après une très longue journée. L'attente interminable à Calais, 9 heures de voyage, 3 escales. Il est minuit, c'est le selfie du terminus avec leur accompagnateur pompier volontaire. Ouais, on a fait copain. Enchanté. Ils sont soudanais, tous très jeunes. Leur vie tient dans quelques bagages, une guitare à une corde. Direction le centre d'accueil et d'orientation. Au revoir. Au revoir. Ce soir, ils auront un toit pour la première fois depuis des mois, des années pour certains. J'espère obtenir ma demande d'asile définitivement, avoir des papiers. Je veux rester ici. C'est tout ce que je veux après. J'espère une vie meilleure, vous savez. Avant la jungle de Calais, ils sont passés par l'Italie, la Libye. Ils étaient lycéens pour la plupart quand ils ont quitté le Soudan. Lui avait à peine 13 ans. Ça fait 8 ans que j'ai quitté le Soudan. Ils vont rester quelques semaines ici, le temps de faire leur demande d'asile avec l'aide de l'association. L'État prend tout en charge. Cette opération est destinée à permettre à tous ces migrants, comme on les appelle, de faire valoir les droits que leur reconnaissent des conventions internationales, comme la Convention de Genève. Les formalités attendront bien quelques jours. Direction le premier étage, à chacun sa chambre. Ce qu'il dit, c'est la première fois qu'ils ouvrent une porte en France. C'est là où l'accueil pour vous est important. Qu'est-ce qui compte là dans les prochains jours? Là, c'est surtout de les accueillir humainement, de les rassurer et de leur laisser le temps de repenser leur projet migratoire. Je remercie Dieu et je remercie les gens pour cet accueil très très grand. Sachez que ça fait très très longtemps que je n'ai pas dormi dans un lit. Le centre de Haute-Pierre a déjà accueilli 183 migrants de la jungle de Calais en un an. Des Soudanais pour la plupart, mais aussi des Afghans, des Irakiens et des Érythréens. Nadine Morano, un mot d'abord sur ce démantèlement, presque 5600 personnes. Il était temps que cela se passe ? Bien, on a vu pendant le quinquennat de François Hollande, sur Calais, il y avait à peu près en 2012 400 personnes. On est arrivé à un seuil de 10 000 personnes. Pourquoi? Parce que rien n'a été fait en matière de gestion de l'immigration illégale sur notre territoire. Et je dirais pire, c'est que les quotas de migrants qui ont été décidés par l'Union européenne est une faute politique que j'ai toujours dénoncée, cautionnée par le gouvernement socialiste de François Hollande. Et on en arrive à des situations où on ne règle pas un problème, on le disperse. Donc nous avons sur notre territoire, rien que dans le Grand Est, nous avons 1000 personnes immigrés en situation illégale, parce que je crois que les mots ont un sens et il faut dire la réalité aux Français qui d'ailleurs n'ont pas été consultés. Vous avez beaucoup de maires qui sont contre le fait de recevoir des migrants dans ces conditions-là, parce que la réalité c'est qu'il y aurait fallu procéder à l'examen des dossiers sur place à Calais et renvoyer tous ceux qui n'avaient pas vocation à rester sur notre territoire directement chez eux. Aujourd'hui... On va revenir sur les quotas, si vous le voulez bien. Vous êtes régulièrement déclaré opposé aux quotas. Donc c'est une décision, vous l'avez dit, de l'Union européenne. Vous êtes vous-même ici parlementaire.
L'une des personnes qui défend aussi les quotas, c'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui est de votre sensibilité politique. Pourquoi y êtes-vous opposé quand Juncker dit, il l'a dit encore cette semaine, que la situation était grave en Europe quand les États ne respectent plus le droit? Qu'est-ce que vous avez à répondre? Je suis totalement opposée aux déclarations de M. Juncker. Je le dis devant vous, comme je l'ai dit sur d'autres médias et dans des réunions. Je me demande s'ils sont allés sur place. J'ai fait un déplacement dans le cadre de mon mandat au Liban et en Jordanie. Je suis allée dans les camps de réfugiés. J'ai rencontré les ministres libanais et jordaniens sur cette question. Je suis allée discuter avec les réfugiés aussi sur place dans les camps. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient sur leur télé qu'en Europe, ils peuvent trouver un emploi, ce qui est faux. On va les loger, les soigner, les nourrir. La réalité, c'est que vous avez, depuis le début de l'année, 3800 personnes qui ont péri en mer Méditerranée. Et à force d'envoyer des messages qui incitent à l'immigration illégale chez nous, on en arrive à des misères humaines. Et ça n'est pas ce que devrait faire l'Europe. L'Europe devrait avoir un message politique puissant pour d'abord régler la crise qui se passe là-bas. Et je rappelle aussi que... C'est quoi alors ce message politique puissant, quel serait-il? D'abord, c'est de travailler ensemble avec une coalition unique au niveau international, comme je le plaide depuis des mois avec la Russie. En Syrie, par exemple? Bien sûr. Avec la Russie? Bien sûr, avec la Russie, comme je le plaide depuis des mois. Aujourd'hui, nous intervenons de manière dispersée et donc non efficace. Je rappelle d'ailleurs que les Soudanais, dans certains pays, en Espagne ou au Royaume-Uni, sont renvoyés chez eux. On ne peut pas accueillir partout où il se passe des conflits dans le monde. L'Érythrée, c'est vrai, vit une dictature très dure. Au Soudan, il y a évidemment des conflits. Est-ce que nous avons vocation à accueillir chez nous toutes les personnes qui se trouvent dans des secteurs où il y a des conflits? J'ajoute, pardon, je termine une seule phrase, c'est que l'année dernière, les chiffres du HCR sont éloquents à cet égard. 72% de ceux qui arrivent sur le territoire européen sont des hommes. 72%, des jeunes hommes. Donc, à un moment, ça pose aussi question. Et l'Europe n'a pas vocation à recevoir tous ceux qui sont dans les difficultés chez eux. Pardon. Mais on rend l'Europe totalement impuissante avec cette attitude. En Allemagne, on a eu le même discours, d'ailleurs prononcé par l'extrême droite de l'AfD, qui reprochait à la chancelière Merkel, qui est aussi de votre sensibilité, d'avoir invité les réfugiés. Je veux dire, on arrive quand même au cynisme là. Il y a une guerre, les gens se réfugient. En Allemagne, c'est plus des Syriens que par exemple à Calais, je le concède, mais c'est des gens qui courent pour sauver leur vie. Et nous, on est quand même dans l'obligation d'avoir une réponse européenne. Et cette réponse européenne, elle ne peut pas être de dire on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est quand même très cynique comme attitude. Moi, je trouve que ce qui est cynique, c'est d'accueillir des gens, les laisser dormir dans des bidonvilles. Ce qui est cynique, c'est de ne pas de leur faire croire qu'on va leur apporter un destin et qu'on ne leur apporte pas. Ce qui est cynique, c'est de la part de l'Allemagne, pardon, parce que je suis totalement aussi en opposition avec la politique d'Angela Merkel sur cette question où je trouve qu'elle n'a pas réagi en européenne, mais uniquement dans le fait de se préoccuper de l'Allemagne qui a une démographie très faible, puisque l'Allemagne a en termes de taux de natalité, 1,47 enfants par femme. Et donc en Allemagne, vous avez clairement un problème démographique. Mais vous ne pouvez pas jouer seul en Allemagne quand vous êtes dans un espace européen, et notamment dans l'espace Schengen. En même temps, l'Allemagne a quand même accueilli plus d'1 million de réfugiés quand on n'en est même pas à 20 000 en France. Oui, donc elle a joué seule, mais elle a largement assumé son rôle. Elle n'aurait pas dû. Elle a créé un appel d'air massif à l'immigration illégale, ce que je dénonce vraiment. Et d'ailleurs, on voit que Mme Merkel a pris cette décision contre le peuple allemand. On a vu les résultats électoraux dans sa région. C'est pas tout à fait juste, Mme Morano. Vous regardez les chiffres, elle ne les a pas pris contre le peuple. Il y a une mobilisation extraordinaire en Allemagne. Oui. Qui travaille pour l'intégration. Je vous donne un chiffre. Ici, on est à Strasbourg, vous parlez du Grand Est, avec 1332 réfugiés de Calais qui sont accueillis dans toute cette grande région du Grand Est. La petite ville de Fribourg, juste à côté, 220 000 habitants, a accueilli à elle toute seule 8 000 réfugiés. Ils sont tous dans des programmes d'intégration et ça se passe formidablement bien. La criminalité n'a pas augmenté. Il n'y a pas de conflit dans la population. C'est une question de volonté politique
et pas de moyens ou de culture. Il faut vraiment voir ce qu'il J'aimerais, est. cher monsieur, que vous ayez raison, sauf que la réalité un peu angélique que vous décrivez n'est quand même pas celle qu'on a vécue à Cologne, que vous avez vécue à Cologne avec les agressions sexuelles. Elle n'est pas celle. Elle n'est pas celle. Aujourd'hui, ce n'est pas élucidé. D'accord. Oui, Si oui. je peux terminer ma phrase, elle n'est pas celle non plus. Elle n'est Elle pas celle non plus des attentats qui ont lieu ou des tentatives d'attentats. Rappelez-vous du jeune Afghan de 17 ans. Rappelez-vous aussi et regardez les chiffres. 1000 mineurs mariés en Allemagne dû à cette vague migratoire. Je suis désolée, ça n'est pas la culture européenne, voyez-vous. Mais la culture est donc, européenne. pour ma part, je pense que quand on doit avoir une politique migratoire, le fait que nous avons choisi d'être dans le même espace Schengen nous oblige aussi à discuter de ce que nous voulons en termes de politique migratoire ensemble. Donc, évidemment, la politique qui est menée par François Hollande aujourd'hui n'est pas celle que je défendrais dans mon pays si nous étions Madame aux Morano, affaires. si je vous comprends bien, la politique de François Hollande, que vous ne l'aimiez pas, on peut comprendre, vous n'êtes pas sur le même bord politique, mais la politique d'Angela Merkel non plus. Donc, de qui vous vous sentez proche des dirigeants européens actuels? Aujourd'hui, je ne Des suis pas extrémistes, étonnée. certainement. Je suis pas étonnée à force de faire ces choix politiques qui vont à l'encontre de ce que voudraient les peuples, parce que le peuple européen est un peuple accueillant. La France est un pays aussi accueillant comme tous les territoires européens. Mais à un moment, ils veulent des règles du jeu claires. Et on ne peut pas laisser venir chez nous. Il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont arrivées l'année dernière. Dans quelles conditions? Avec quelle culture? Combien d'islamistes se trouvent parmi eux? Parce que ça, vous n'en parlez pas. Mais il y a aussi, beaucoup d'islamistes, et on l'a vu avec les attentats en France. Ce sont des Français. Ce sont des Français, Madame Morano, ce sont des gens qui ont grandi en France. Parmi les réfugiés. Il faut quand même pas tout confondre là. Monsieur, permettez-moi de vous dire que vous n'en savez rien. Parce que je pense que les attentats, nous en avons vécu. Qu'est-ce que vous avez comme information concrète? Moi, quand je suis allée, madame, je vous invite à bouger un peu, parce que même quand j'en parle avec monsieur Juncker ou avec certains membres de mon groupe, je leur dis, déplacez-vous. Visiter, écouter. Et quand je discutais avec le ministre libanais et le ministre jordanien, le ministre libanais surtout me disait « Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites en Europe ?» Vous savez combien de réfugiés ils ont chez eux au Liban et en Jordanie? Ils sont bien comment placés. ça se passe? Mais madame, est-ce que vous connaissez? Ils sont bien placés pour savoir comment ça se passe. Je termine ma phrase. Ils m'ont dit textuellement « Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites en Europe ?» Nous, quand on démantèle des camps, certains camps qui se constituent de manière sauvage, comme c'est souvent le cas d'ailleurs au Liban. Il me dit, on découvre des caches d'armes partout. Vous êtes en train d'importer des islamistes partout. N'oubliez pas que Daesh vous êtes en train de faire peur aux gens et oui, ça c'est pas franchement, c'est inadmissible. J'ai une question. Fernanda, une question et on passe à la suite. J'ai une question à vous poser. Mais laissez-moi juste poser une question et après je me fais peur aux gens. Non mais laissez-moi juste de dire la vérité fait peur. Laissez-moi juste poser Madame, laissez-moi juste poser une question. Vous appartenez à une famille démocrate chrétienne, n'est-ce pas? Oui. Avec une vision démocrate. Mais je suis chrétienne et je suis catholique par ailleurs. Le pape François a dit récemment, dans plusieurs interventions, que si chaque paroisse recevait une famille de réfugiés, la question des réfugiés était résolue. Ça, c'est la question éthique et la question de solidarité. Nous avons eu aussi en Europe des guerres, nous avons aussi eu en Europe des réfugiés et nous avons été très contents aussi que nos réfugiés soient acceptés par d'autres pays en Europe et ailleurs. Mais je voulais aussi revenir sur la question économique. La question économique. Le Fonds monétaire international a publié un rapport. Je pense que la personne qui dirige le Fonds monétaire international est aussi de votre famille politique. Ils ont publié un rapport où ils donnent des chiffres importants sur l'impact des réfugiés, des migrants dans l'économie européenne. Est-ce que l'Europe, qui n'a pas de croissance, est-ce qu'elle n'a pas tout à fait, ce n'est pas important pour accepter ces réfugiés? Madame, alors je vois que nous ne serons pas en accord, mais permettez-moi de défendre les convictions qui sont les miennes. Mais je crois en l'immigration. Sur les deux questions, sur le pape François et sur la question économique. Je vais vous répondre sur le pape. Et après on avance. Je suis favorable à une immigration choisie
essayer d'aller aux États-Unis aujourd'hui, d'aller au Canada aujourd'hui, ça ne serait pas dans les mêmes conditions que ce qui se passe en ce moment en France, où il faut un délai de plus d'1 an pour avoir une instruction d'une demande d'asile aujourd'hui. Les demandes d'asile ont été multipliées par 2. Les 2/3 des demandes d'asile sont rejetées. 10% seulement sont renvoyés chez eux. Donc ça ne fonctionne pas très bien. Le pape, vous m'interrogez sur le pape François, mais le pape, il est dans son rôle, madame. Moi, je suis une responsable politique. Je dois à la fois réagir avec humanité et quand on accueille quelqu'un dans un pays, on doit être en mesure de l'accueillir pour lui donner une vie décente. Ce qui s'est passé à Calais est une honte pour la France. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui se passe à Paris avec des gens qui dorment sur les trottoirs ou quand vous allez porte de la Chapelle dans des bidonvilles, c'est une honte pour la France. Quand on accueille quelqu'un, c'est qu'on doit être en mesure de l'accueillir. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que on doit ouvrir la France et l'Europe à tout va et après se trouver dans des situations que nous n'arrivons plus à gérer. Ce qui a été le cas à Calais, parce que la réalité, c'est que le gouvernement socialiste en France est d'un laxisme absolu qui fait qu'on en arrive à des désagréments humains. Mais il faut justement, la décision s'il vous européenne. plaît, je réponds à la deuxième question. Rapidement, Quand s'il vous plaît, Madame Morano. Que, évidemment, il y a eu des périodes de guerre sur le territoire européen. Moi, 2 frères de mon grand-père ont péri pendant la Première Guerre mondiale pour défendre la France. La deuxième question, c'est sur Et moi, je vous dis que ça me choque de voir autant de jeunes hommes arriver sur le territoire européen qui, eux aussi, auraient vocation à se battre pour leur pays en étant aidés, évidemment, en étant aidés, parce qu'il est normal. Il y a des gens qui se battent. S'il vous plaît, mais cela va rester chez eux. S'il vous plaît, c'est un peu facile d'accueillir tout le monde. Aujourd'hui, l'asile politique est dévoyé. C'est une réalité. S'il vous plaît, on va passer à la politique française, même si vous y avez déjà fait largement allusion, Nadine Morano. Votre actualité, c'était que vous souhaitiez participer à la primaire de la droite et du centre. Vous avez manqué de signatures. D'abord, je voudrais savoir si c'était une grosse déception pour vous et comment vous vous situez du coup. Est-ce que vous êtes rallié à l'un ou l'autre des candidats? Non, une grosse déception. Vous savez, quand déjà vous obtenez 2700 parrainages d'adhérents et 252 élus locaux, c'est-à-dire que sur les 2 critères demandés, je remplissais les conditions nécessaires. Sur les parlementaires, il fallait 20 parlementaires, il m'en a manqué 10. Alors François Fillon avait gentiment proposé de m'aider à avoir ces parlementaires, puisque lui, il en avait largement. Et j'ai estimé que soit je me débrouillais seule, soit je n'y participais pas ou d'une manière différente, mais je ne voulais pas être au regard de la condition féminine, la présence féminine qu'il fallait, d'avoir un marchepied et qu'on m'aide à avoir ces signatures. Donc il m'a manqué ces signatures. Je continue à participer au débat. Il est vrai que la ligne politique que je défends, et quand j'entends Nicolas Sarkozy, elle est proche de celle de Nicolas Sarkozy, puisque d'ailleurs les parlementaires qui auraient pu me soutenir étaient déjà chez Nicolas. Justement, Nicolas Sarkozy était à Nancy cette semaine pour dédicacer son livre. Est-ce que vous y étiez? On le voit sur les images qui passent en ce moment. Il y avait beaucoup de monde. Vous étiez dans cette foule, Nadine Non, je Morano? suis allée l'accueillir au train, à la gare, à son arrivée. Et j'ai dit, par respect pour tous ceux qui m'ont apporté leur parrainage, que je n'appellerai pas à voter pour un candidat avant le premier tour. Je continue à dérouler, moi aussi, les propositions qui sont les miennes. Et après, je laisse faire ce débat et je prendrai position entre les 2 tours de cette primaire. Ça veut dire que vous pourriez être à nouveau un soutien de l'ancien président. Je rappelle que vous avez eu des propos assez durs l'année dernière au moment de la campagne pour les régionales. Vous avez dit à nos confrères du Point, je vous cite, Nicolas Sarkozy, ce n'est même pas la peine qu'il songe à se présenter à la présidentielle. Je le désinguerai. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Alors, quand vous dites mais vos confrères du Point, je suis désolée, je n'ai jamais dit cette phrase. Et donc vous savez, les petits échos qui sont rapportés ici et là, la réalité, ce qui est mieux, c'est d'avoir toujours la personne en face de soi qui vous dit ce qu'elle pense. Non, je pense qu'il a fait une faute politique à ce moment-là. Je considère que c'était non seulement une erreur, mais voilà, je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Vous ne lui en voulez plus?
Mais ce n'est pas une question de lui en vouloir. Vous savez, ce n'est pas mon intérêt personnel qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'intérêt de la France. Donc le destin de Nadine Morano ou les chicaillades entre Nadine Morano et Nicolas Sarkozy ont très peu d'intérêt. Aujourd'hui, la France est dans le déclin économique, elle est en perte de valeur et on sent un climat explosif en France. Donc, alors justement, au sujet d'un climat explosif, l'un de vos chevals de bataille, c'est le port du voile. On vous a entendu à de multiples reprises à ce sujet, avant tout le niqab. Je vous propose de regarder un reportage de nos confrères de Nancy sur votre dernier fait d'armes, Nadine Morano. On en parle juste après. Ça commence par un duel sur Facebook. Rachid Nekaz, un gamin des cités qui a réussi, aime se mettre en scène en train de payer des amendes pour des créatures masquées sous un voile intégral. Il considère que leur verbalisation sur la voie publique est une atteinte aux libertés. Pour Nadine Morano, l'affaire est grave. Elle demande l'expulsion de l'homme d'affaires algérien. Les deux adversaires se retrouvent donc à Toul, sur le parking de l'hôtel des impôts. Vous utilisez une faille de cette loi, puisque vous avez le droit de payer une amende. Merci. Vous utilisez une faille de cette loi pour inciter à violer la loi française qui interdit de porter le voile intégral. Je ne fais qu'appliquer la loi. Ces personnes reçoivent une amende, je ne fais que les payer à leur place. Absolument. Rachid Nekaz est venu justement avec une amende à payer. Nadine Morano et ses supporters entendent bien lui barrer le chemin. Du coup, l'accès aux impôts est bloqué pour tout le monde. En pleine taxe foncière, le trouble à l'ordre public est constitué. La police n'a plus qu'à siffler la fin du bal. Et Rachid Nekaz pourra rentrer pour payer son amende. Vous avez fait les images, tout ce qu'il faut. Bravo la police française. Pas de souci, c'est dans la boîte. La suite, ce sera sur les pages Facebook de l'une et de l'autre. Étrange combat d'images pour des femmes sans visage. Nadine Morano, d'abord une simple question. Votre objectif, sincèrement, là, c'est de faire le buzz. Parce que vous savez bien que vous n'allez pas l'arrêter. Vous savez bien que, j'allais dire, vous, faible femme, même si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas l'empêcher d'entrer dans le centre des impôts. Madame, ce monsieur est venu à Toul. Il n'habite pas à Toul, hein, évidemment. Quand il a vu que j'avais lancé cette pétition pour demander au ministre de l'Intérieur son expulsion immédiate du territoire, alors qu'il a rejeté, il le dit dans le reportage, mais vous n'avez pas passé les images, la nationalité française en 2013, et avec fierté. Donc il arrive avec son drapeau algérien, vient payer des amendes de femmes récidivistes qui ont reçu des amendes pour port illégal du voile intégral dans notre pays, ce qui a amené du coup, avec cette pétition, Bernard Cazeneuve a déposé un amendement au Sénat pour que soit modifiée la loi et qu'il soit maintenant interdit de rendre public le paiement d'amendes. Donc, si vous voulez, mon action, il a voulu venir à Toul. J'ai été lui expliquer qu'il détournait la loi. Il a voulu venir à Toul, il est venu à Toul. Mais sachez que le lundi suivant, il était chez Bernard Cazeneuve, dans sa commune. Et il est allé à Cherbourg. Il est allé payer une amende d'une femme qui avait eu 48 amendes pour port illégal du voile intégral. Il est rentré devant 4 policiers qui, malheureusement, et après on s'est dans la police. On leur demande de verbaliser des femmes et après, quand quelqu'un vient payer, il a dépensé 230 000 €, il a payé plus de 1173. Finalement, c'est un peu de la provocation en réponse à de la provocation, parce que ce qu'il fait, c'est de la provocation. Madame, mais arrêtez, moi, j'ai pas voulu, j'ai pas demandé à M. Nekaz qu'il vienne. Moi, je suis là pour faire respecter la loi française. Mais et je ne veux pas qu'on bafoue la loi française. C'est illégal que quelqu'un paye une amende pour une autre personne en France? Est-ce que la législation française ne permet pas? C'est un dévoiement de la loi, puisque c'est une atteinte d'abord, c'est un trouble à l'ordre public que de dire qu'en France, on peut violer la loi et on peut inciter à la violation de la loi. Donc ça trouble l'ordre public des personnes qui n'acceptent pas ça. Mais là, c'est vraiment du populisme, Madame Morano, parce que ce que vous êtes en train de faire... On n'a pas la même définition du populisme. Moi, je défends les intérêts français. Mais si pour vous rentrer avec un drapeau algérien dans un centre des impôts, en payant les amendes de celles qui sont redevables, mais vous avez le droit. Écoutez, mais ce débat ne fait que rajouter, ce débat ne fait que rajouter à ce clivage qui est en train de se créer entre les populations. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous avez le droit. Et c'est fait artificiellement, Madame Morano. Pourquoi? Madame, est-ce que vous êtes d'accord? Madame, est-ce que vous êtes d'accord? Vous ne trouvez pas qu'il y a des choses très importantes en Europe? Madame, vous avez le droit d'avoir vos opinions. Moi, je suis française et je défends la France. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi
sur le fait que la France... Certainement pas, je sais jamais, mais dites-moi. Maria Fernanda n'est pas française. Je croyais que vous étiez journaliste. S'il vous plaît, vous êtes d'accord pour dire avec moi qu'en France, nous avons adopté une loi qui interdit le port du voile intégral dans notre pays. Madame Morano, bon, donc on demande aux policiers de verbaliser ces femmes. Les femmes qui sont en situation de récidive font appel, et ce monsieur incite les femmes à ne pas payer ces amendes pour aller contre la loi française, puisqu'il est contre cette loi. Puisqu'on parle de la loi française, s'il vous plaît, on va revenir à l'Europe. Vous le disiez, Fernanda, et au sujet de cette semaine, c'est le CETA. Alors là aussi, autre débat. C'est donc le projet d'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada. Il devait être signé jeudi à Bruxelles. Le Premier ministre canadien devait venir. À cause ou grâce aux Wallons, selon, il ne sera pour l'instant pas signé. Quand vous dites, vous défendez la loi française, comment vous la situez dans ce projet de CETA ? Alors, pour être clair avec vous, parce que moi, je crois beaucoup en l'Europe, que les choses soient claires. Moi, je viens d'une région à 3 frontières, la Lorraine, qui pour moi, m'a fait grandir dans un territoire où on connaît l'importance de cette construction européenne et cette nécessité, et d'ailleurs notre plus grand trésor, qui est la réconciliation franco-allemande, qui pour nous est quelque chose de fondamental. Donc, je crois en cette Europe, je crois en une Europe qui fonctionne mieux, mais je crois aussi à notre devoir d'être unis pour aller conquérir des marchés qui fait que ça va améliorer la croissance de l'Union européenne. Et donc, par rapport à cela, moi, je suis favorable au CETA. Et je regrette qu'une démarche plutôt politicienne, socialiste des élus... Il y a des élus PPE wallons qui sont opposés aussi au CETA et notamment à ces fameux tribunaux d'arbitrage qui, pour faire simple, pourraient décider donner raison à une multinationale face à un État européen. Je suis un peu surprise de vous entendre dire que vous soutenez le CETA alors que... Mais vous savez, je vais vous dire, qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, c'est de se dire qu'on a un territoire avec lequel on a des échanges commerciaux, puisque, de mémoire, nous devons être le 2e investisseur au Canada. Justement, nous sommes déjà bien placés dans ces relations. Aussi. Et quand vous regardez un dossier qui est important, par exemple, pour la France, on a besoin, non seulement, nous, on a des marchés ouverts, mais on a besoin que les autres s'ouvrent à nos marchés. Or, par exemple, quand Montréal a lancé son appel d'offres, n'a même pas d'ailleurs lancé son appel d'offres ouvert à nos entreprises à nous, puisque c'est Bombardier qui a eu le marché du métro à Montréal, si nous avions été dans une configuration d'accords commerciaux tels que le CETA, plutôt que de faire des commandes artificielles, comme le fait l'État français aujourd'hui, pour permettre à Alstom de rester en compétitivité, eh bien, Alstom aurait eu accès au marché canadien et à Montréal, et donc on aurait eu 15 ans de commandes. Vous voyez, un carnet de commandes sur une quinzaine d'années. Madame Morano, mais sur la forme, CETA, quand est-ce qu'on a entendu parler de CETA? Pratiquement maintenant, on avait beaucoup entendu parler de l'accord avec les États-Unis. Est-ce que les Wallons ne sont pas d'accord pour des raisons que sont à eux? Est-ce que c'est pas normal de respecter leurs décisions? Est-ce que l'Europe ne doit pas se faire en tenant compte de toutes les divergences? Regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui. Il y a un accord belgeo-belge. Donc là, il semblerait que la situation se débloque du côté de la Belgique et qu'on aille vers une signature du CETA. Donc, ce qui veut dire que, voilà, il peut y avoir des discussions, surtout quand on est dans le cadre d'un accord mixte. Mais là, quand je vois maintenant que la situation en Belgique se débloque, bon... Voilà, il y a eu quelques turbulences, mais au final, on y arrive. Et je crois que c'est ça qui mériterait d'être mis aussi en avant, parce que nos producteurs, par exemple, nos viticulteurs qui voient la chute de la consommation de vin dans l'Union européenne, se réjouissent de pouvoir aller conquérir d'autres marchés, notamment avec le Canada, et nous réclament et nous appellent à soutenir le CETA. Mais il faut que ces accords soient faits avec les populations. Ah ben alors là, vous me parlez de population d'un côté, mais alors pour le reste, ça vous intéresse pas. On a terminé votre analyse. On a terminé, Nadine Morano, on a bien compris, quand ça arrivera au Parlement européen, vous voterez pour le CETA, c'est bien cela? Oui. Merci beaucoup d'être venus ce matin sur ce plateau. Merci à vous deux, Maria Fernanda et Kai. Dimanche en politique se poursuit avec Francis Letellier, juste après le flash d'info en Alsace présenté par Karine Gélébar. Très bonne fin de week-end à tous, bon dimanche, à bientôt, merci.